En 1971, il y a plus d'un quart de siècle, nous réalisions un reportage en Chine. Une Chine de 700 millions d'habitants. La Chine de la révolution culturelle qui hypnotisait une partie du monde. L'Américain Richard Nixon allait rencontrer le grand timonier. Ceux qui étaient admis étaient considérés comme de grands amis. Partout sur notre passage, nous étions accueillis par des applaudissements. Sans ces images, on ne nous croirait pas. Nous avons voulu aujourd'hui voir le changement dont on nous parle tant. Voir une Chine d'1,2 milliard d'habitants. Nous avons choisi de retourner sur nos pas, tout simplement. Avec des images, celles de notre ancien film, pour comparer. En 1971, cette jeune nettoyeuse ne risquait pas sa vie en traversant les Champs-Élysées de Pékin. À chaque carrefour, les slogans du président Mao. Les toits étaient bas, le ciel de Pékin dégagé. Aujourd'hui, le ciel se réduit. L'agent de police n'a pas encore une grande expérience de la circulation automobile. Les chauffeurs doivent en principe passer leur permis et non l'acheter. Les piétons pensent en général que le conducteur les évitera bien. Le parking est à peu près inexistant, les garagistes rares et les normes de pollution non respectées. Et chaque année, on compte 10% de voitures en plus. Il y a déjà 3 périphériques à Pékin, saturés aux heures de pointe. La capitale réclame toujours plus de bureaux, de buildings et d'hôtels. Les prix des palaces sont parmi les plus élevés d'Asie. On manque de 3 à 5 étoiles. On en promet des myriades pour demain. Les architectes peuvent rêver. Il est même question de creuser des villes sous les villes où, en 2010, vivront 630 millions de Chinois. Le métro de Pékin ne fonctionnait pas lors de notre premier séjour. Ces galeries, nous disait-on, devaient servir d'abri en cas d'attaque aérienne. Aux frontières, c'est vrai, c'était la guerre du Vietnam et la menace nucléaire soviétique. Aujourd'hui, tout cela est loin. Pékin voudrait développer son réseau. 20 villes ont déposé un projet de métro. Trop cher pour l'instant, disent les autorités. Ah, voilà ce que nous devrions faire, pensions-nous à 6 heures chaque matin en 71. Nous n'avons pas suivi nos intentions, bien sûr. Cette gymnastique existe toujours, mais d'autres styles ont fait leur apparition. Les Chinois prévenants proposent aujourd'hui des exercices plus simples. Nul doute qu'avec un peu d'entraînement, nous pourrions rattraper notre retard. Trêve de plaisanterie. Évoquer ce spectacle décadent était impensable dans l'Orient rouge. La place Tiananmen était entre autres un décor pour photographes professionnels, les seuls à disposer d'un appareil. Un peu potache, nous leur avions fait une concurrence déloyale en offrant des polaroïdes. Aujourd'hui, à l'aube et au crépuscule, une foule vient, parfois de loin, assister au lever et au coucher du drapeau. Le civisme, ça s'apprend à l'école. Le drapeau, c'est l'une des cartes maîtresses du parti pour garder une unité indispensable à la réalisation des réformes entreprises.
Il y a encore des photographes professionnels, mais partout nous verrons des appareils photo, des caméscopes, des téléphones portables. C'est évidemment un changement pour la communication. À noter que l'antenne de TV satellite, ce n'est pas pour tout le monde, idem pour Internet. Officiellement, l'information est chargée d'orienter l'opinion. Mais il semble difficile d'imaginer qu'aujourd'hui, sur cette place, il puisse se passer un événement sans que le monde entier ne soit immédiatement au courant. Depuis une vingtaine d'années, le mausolée de Mao Tse-tung fait face à la porte de la paix céleste. On a pesé sa vie et les jeunes générations peuvent apprendre que si, au cours de la révolution culturelle, il a commis de graves erreurs, sa contribution à la révolution chinoise dépasse de loin ses erreurs. Nouveau pour nous, cette vue plongeante, sur l'Assemblée nationale passe encore, mais sur la cité interdite, le Saint des Saints, qui en a tant vu et qu'on n'a pas pu voir pendant si longtemps. Les palais de la suprême harmonie, de l'harmonie réservée et de l'harmonie centrale s'enliseront-ils bientôt dans les gratte-ciel de Pékin? Centre administratif, commercial, diplomatique et touristique, la capitale compte une quinzaine de millions d'habitants, dont quelques 3 millions de clandestins, sur un territoire qui fait la moitié de la Belgique. Le touriste aime les maisons basses avec cour intérieure de ce vieux Pékin qui ne devait pas heurter la vue de l'empereur. Un quartier a été classé, mais au-delà du pittoresque, il faut bien avouer que la rénovation pose d'immenses problèmes. Quant à déplacer la population, difficile. Demandez à cette habitante, elle est là depuis 60 ans. Jamais je n'irai dans une tour. Le comité de quartier veille au grain. Les comités de quartier donnent l'impression de quadriller la Chine et de pouvoir faire appliquer une décision du Congrès en un éclair. Il n'empêche que le charme des Hutong, c'est là le nom de ces vieux quartiers, est réel. Peut-être un jour parlera-t-on de tout cela au passé, en contemplant les tableaux hyper réalistes de Chang Guoning. Le manque d'hygiène découvert dans les échoppes de rue constitue une grave menace pour la santé de la population. C'est le directeur du service d'inspection sanitaire qui a fait cette déclaration. Ce rapport nous a servi parfois de coupe-faim, mais il n'avait pas l'air d'impressionner qui que ce soit. On ne mange sûrement pas autant dans toute la Chine, mais sur notre itinéraire, nous avons eu l'impression qu'on mangeait partout et tout le temps. La cuisine des Chinois se vante de compter 50 000 recettes. La Chine a tout inventé, ou presque, dont les spaghettis rapportés par Marco Polo. Les services de restauration rapide représentent la moitié de l'ensemble de la restauration du pays. La Chine veut-elle encore développer ses fast-foods? Vous pensez, la Chine s'américanise? Tout faux. Les experts chinois vous en montrent des traces à l'époque des royaumes combattants, 3 siècles avant Jésus-Christ. En entr'ouvrant la porte de la Chine en 1971, nous arrivions avec des préjugés et des questions. Des famines régnaient-elles encore? Comment pouvait-on nourrir 700 millions de Chinois? On s'efforçait de nous rassurer et nous visitions des marchés comme celui-ci. En dehors d'envelopper les poulets dans des feuilles de nénuphar et de servir les œufs au kilo, nous étions surpris par une certaine abondance et une stabilité des prix depuis 1953. On voyait encore des petits pieds dans les fils.
Aujourd'hui, pour faire ses courses, la ménagère a le choix. Épicerie, grande surface, marché. Il y a toujours du monde dans les marchés qu'on appelle libres, où les paysans vendent directement leurs produits. Les prix ne sont plus fixes comme autrefois, on peut marchander. Il est évidemment possible aussi de se ravitailler dans des supermarchés, il y en a 10 fois plus qu'il y a 3 ans. Dans les 5 ou 10 ans qui viennent, le ministre du Commerce intérieur annonce une révolution avec la création de chaînes géantes d'hypermarchés. L'avenir chinois est souvent colossal. La Chine semble prise d'une frénésie de consommation. Certains historiens n'hésitent pas à affirmer que c'est la première fois dans toute l'histoire, et elle est longue, qu'autant de Chinois mangent, non seulement pour se nourrir, mais par plaisir. L'argent et la nourriture et l'argent sont en général les 2 sujets de conversation. Même si le Beaujolais nouveau est aussi arrivé en Chine, même si le Ginseng américain s'est lancé à l'assaut du marché chinois, les produits du terroir sont encore les plus prisés. Ce grand magasin était là. On y trouvait l'essentiel, sans fioriture, l'esthétique étant un souci bourgeois. Les travailleuses aux longues nattes lorgnaient sur les rares tissus de couleur. On était étonné de découvrir des friandises. Le rayon disque était limité, quelques opéras dirigés à la baïonnette, approuvés par le pouvoir. Le bâtiment existe toujours, mais la décoration intérieure a changé. Des grands magasins comme celui-ci pullulent. On en construit beaucoup, on en promet encore davantage. Vous parcourez les rayons en découvrant ce que l'on trouve dans la plupart des grandes villes du monde, avec cependant sa couleur locale, qui nous fait songer que la Chine est bien passée du boulier à l'ordinateur, mais a conservé le boulier et adopté l'ordinateur suivant ce vieux principe « prenons chez les autres ce qui est bien ». Les appartements sont petits et les douches faites sur mesure. Le rayon jouet est très fréquenté, la Chine en est le premier producteur du monde. Dans les villes, l'obligation de l'enfant unique est assez bien respectée. Elle permet aux parents de profiter pleinement des avantages de la société de consommation et de gâter le petit. Trop, parfois. Les tailleurs et les médecins constatent que ces petits empereurs, comme on les surnomme, mangent mal et grossissent. L'industrie textile locale n'avait pas prévu l'extension du tour de taille des enfants et les marques étrangères sont chères. Dur pour le budget. Les Tamagotchi prolifèrent là aussi. Une calamité pour la jeunesse, disent là aussi les autorités. Ce qui étonne l'étranger, c'est que les prix de tout ce qu'il voit, et il y a tout, sont les mêmes que chez lui. Et les salaires avoués sont pour la plupart d'une extrême modestie. Bien sûr, il y a les primes, des heures supplémentaires, beaucoup sont employés dans le privé où les salaires sont plus élevés, certains travaillent au four et au moulin, bref, cet argent doit bien venir de quelque part. La Chine a changé en 25 ans, nous aussi. Mais ce qui fascine ici, c'est la véritable mutation du mode de vie et de la façon de penser. Ainsi,
Celles dont on nous disait qu'elles acceptaient volontiers de s'interdire tout maquillage, celles qu'on voulait façonner dans le même moule, redécouvrent les plaisirs de la frivolité. Un retour en arrière paraît bien difficile. La recherche du bien-être est le souci de tout Chinois. C'est un créneau qu'on n'hésite pas à exploiter. En 1971, la Chine, c'était pour le grand public, le ping-pong et l'acupuncture. Du médecin de campagne au spécialiste, on y avait recours. Nous avions pu assister à des opérations où le patient restait totalement conscient, insensible à la douleur, grâce à quelques aiguilles plantées où il fallait et agitées par un vibreur. Aujourd'hui, la Chine utilise la médecine occidentale, notamment dans cet hôpital de pointe sino-japonais qui mérite bien quelques étoiles rouges. 1300 lits, autour desquels gravitent près de 3000 personnes, médecins, chercheurs, infirmières. La sécurité sociale est encore balbutiante. Habiter en ville, faire partie d'une entreprise d'État, rentable de préférence, ou d'une firme privée qui paye les soins de son personnel, est un avantage à l'heure actuelle. Un malade désargenté serait-il soigné quand même? Oui, nous a-t-on répondu. Cet hôpital consacre un quart de ses lits à la médecine traditionnelle. Dans d'autres hôpitaux, la proportion est inversée. À la campagne, le problème des soins de santé est grave. Il y a 700 millions de paysans sans système d'assurance maladie. On compte que 90% n'ont pas les moyens de se faire soigner convenablement. Voici le menu d'une librairie. En le parcourant, on a du mal à imaginer le plat du jour que devait autrefois ingurgiter le cerveau du Chinois moyen. Le choix était maigre et cependant le contenu indigeste. On trouve soudain de tout et dans tous les domaines. Surtout, mais ce n'est qu'une impression, ce qui concerne les techniques nouvelles, les ordinateurs, la communication. Le domaine de la finance, capital dans un monde où le produit national brut revient dans chaque conversation. Les enfants sont là aussi, gâtés, et l'on peut se procurer toutes les revues étrangères avec pour certaines, paraît-il, une version chinoise plus soft. C'est ici, à l'université de Pékin, à l'ombre de Mao Tse-tung, que la révolution culturelle avait commencé. Qu'est devenue la statue? Après enquête, elle devait se trouver là. À sa place, on construit une nouvelle aile de la bibliothèque. Pendant cette révolution culturelle, on avait pratiquement suspendu tous les cours. Toute une génération, qui voit aujourd'hui les bonnes places promises aux étudiants, pense avoir été sacrifiée. Dans les cours d'histoire, on apprend qu'il vaut mieux tirer un trait sur cette période désastreuse que les parents ont vécue. Tiananmen n'est pas encore au programme. Dès l'an 2000, l'État ne veut plus subventionner que 100 établissements d'enseignement supérieur. Ils doivent pour cela être jugés de niveau international. Pour faire partie du peloton, la compétition est rude. Des diplômes et des langues, c'est aujourd'hui le mot de passe pour avoir un rôle à jouer. Toutes les langues, bien sûr, mais avant tout l'anglais. On fait partout un effort, de la maternelle à l'université, en passant par la télévision. Comment écrit-on le chinois avec notre clavier? Ce texte veut dire centre de formation et d'utilisation de l'ordinateur. Prenons le mot ordinateur. Il se compose de 3 caractères: compter, calculer, machine. Prenons le caractère calculer. Il comprend 3 éléments. Le bambou,
Les yeux, le regard, 第三个部分呢是草字头。 la paille, l'herbe. 这三个字根呢，它可以在英文的键盘里面有三个字母代替。第一个呢是竹字头。 Selon une convention, pour le bambou, on choisira le T. 木字呢，它是 H。 Pour le regard, le H. 草字头呢是 A。 Et pour la paille, on retiendra le A. 所以呢，这个字呢，到最后就可以用这个 D'où calculer égale T, H, A. Et suivant un principe qui s'applique à tous les éléments de l'écriture chinoise et qu'une personne douée, comme notre professeur, peut assimiler en une semaine, vous pouvez retaper ce texte. Centre de formation et d'utilisation de l'ordinateur. Mais suivant un vieux précepte chinois, on ne jette ni le bébé ni l'eau du bain, ça peut toujours servir. La calligraphie continue à passionner toute une partie de la population et pas nécessairement la plus âgée. À nouveau cette règle, tradition et nouveauté. Encore une fois, voici comment l'honorable visiteur était accueilli en 1971 dans l'école maternelle où nous sommes retournés. Tout l'enseignement des 3 à 6 ans était contenu dans ce petit livre. Nous avons évoqué notre première visite avec l'actuelle directrice qui ne fait aucune difficulté pour nous dire que ce genre de dessin animé où l'on se dévouait pour la collectivité n'aurait plus aucun succès dans son petit monde. Un messager prévient les villageois qu'une tempête se prépare. On protégera le troupeau avant de se mettre à l'abri soi-même. Les besoins de la collectivité passent d'abord. C'est une école de privilégiés, direz-vous? Juste, à l'époque aussi. Mais n'empêche, quel changement! Si l'on joue avec des cubes, on joue tout simplement avec des cubes. Hier, on apprenait que les impérialistes américains étaient les méchants. Et si le badge de Mao était obligatoire dans une cour de récréation qui servait de champ d'exercice préparatoire à un futur entraînement de soldats, le pins de Mickey, lui, est facultatif dans un petit Disney World où les enfants sont toujours adorables et se défoulent sans arrière-pensée. Autrefois, ils auraient cru jouer les tankistes. Aujourd'hui, ils imitent la sage tortue. Ah, il y a le drapeau, celui qu'on doit respecter et qui rassemble toute la Chine autour de lui. Les enfants sont ici pensionnaires. Nous sommes dans une école haut de gamme, mais ne vous y trompez pas, il y en a beaucoup. Il y a des cours à option, payants évidemment. Certains parents déploient de grands efforts pour que leur enfant soit dans la course. Sans doute veulent-ils leur donner ce qu'ils n'ont pas connu. Au même âge, on parlait de restrictions, on parlait de guerre, on jouait avec des fusils. Aujourd'hui, on parle d'économie. Les armes ont changé. Voici les plus grands. Ce sont de bons élèves. Le foulard rouge indique qu'ils appartiennent au mouvement des pionniers. Ce mouvement va fêter ses 40 ans. Ils doivent, comme leurs anciens, donner l'exemple. Amour de la patrie, amour du parti. Mais, en 1971, montrer l'exemple nécessitait une véritable formation militaire. Il est vrai que l'on redoutait sérieusement la foudre soviétique ou américaine, qui, nous disait-on, ne faisait pas de distinction entre les générations.
Shanghai, c'est déjà le sud. La rivière Huangpu, autrefois, c'était la Chine des cartes postales, avec ses jonques. Regardez. Plus de jonques. Et sur l'autre rive, la ville nouvelle, dominée par la perle de l'Orient. 468 mètres, avec hôtel et restaurant tournants. Quand la brume et la pollution le permettent, vous avez une vue surprenante de Pudong. Pudong, c'est la zone réservée par le gouvernement aux industries étrangères de pointe désireuses de s'associer à des partenaires chinois. En face, Shanghai, cette ville de 16 millions d'habitants et combien d'illégaux. Un building par jour, on entend ce slogan à Shanghai. C'est vrai qu'on est dans le Midi, mais on n'est pas loin de la vérité. Et comme à Pékin, la vieille ville rétrécit. En face de ce vieux quartier, on fabrique la semelle de béton d'un futur géant. « 71. Accueil rituel. On fabrique de meilleures voitures quand on consulte les pensées du président. » On était surpris par l'atmosphère décontractée qui y régnait. On n'était pas aux pièces. Mais la production grimpait. C'est d'ailleurs une question. Les chiffres. Hier comme aujourd'hui, ils sont toujours en hausse. Mais hier, c'était faux. Décor sonore mis à part, accueil plus discret aussi, dans cette usine de vélos des environs de Shanghai, nous avons trouvé la même atmosphère bon enfant. Shanghai est la ville du vélo. Ce n'est pas le moment de perdre ce titre. La concurrence étrangère est rude. Un modèle pliable, toujours un problème de place. On se creuse pour satisfaire tous les publics. Pour les vélos que l'usine assemble à la main, comme des Rolls, on est loin du noir classique qui était obligatoire. L'uniforme du personnel est moins uniforme. On laisse entendre que le marché de la bicyclette est saturé. On compte à peu près 500 millions de vélos en Chine. Il y a aussi la concurrence du vélo moteur, de la moto et, bien sûr, de la voiture. À certains carrefours, vous pourrez constater que le vélo a encore son utilité. Nous avions visité un appartement autrefois. La radio et la télévision n'existaient pas, mais l'étude des œuvres du président Mao mobilisait les loisirs du cercle de famille. L'ensemble était assez dépouillé. Aujourd'hui, un jeune couple peut loger dans un building à l'intérieur d'un parc. Elle est secrétaire de direction, lui est chargé de développer le marché des softwares de gestion. Ils ont un fils de 8 ans, il ne vit pas avec eux, son école est trop éloignée. Ils logent dans une autre famille. C'est le bien-être et l'éducation de leur enfant qui est le poste le plus important du budget. Ensuite, le loyer, la nourriture et la voiture. Ils économisent pour acheter un logement plus grand, toujours en pensant à l'avenir de leur enfant.
Pour l'instant, c'est l'employeur du chef de famille qui est propriétaire de l'appartement. Petit, mais confortable. Nous n'avons pas eu l'impression que nous visitions un appartement modèle. Aujourd'hui, les nouvelles constructions offrent ce genre d'habitation et les salaires les rendent de plus en plus accessibles. Une seule gare à Pékin en 71. On l'appelle aujourd'hui l'ancienne gare. On a refait la façade, journaux télévisés et publicités, slogan de notre époque. Cette gare assure encore les 2/3 du trafic. Tiens! Les voyages dans cette immense Chine sont longs. 8 trains sur 10 font plus de 1000 km. On parle de TGV. La nouvelle gare est colossale. La gestion des bagages et la vente des billets se fait par ordinateur. Dans le hall, une machine à rêver remporte un franc succès. On peut préparer son itinéraire à la carte. Ce tableau invite le Chinois à découvrir son pays. C'est nouveau. C'est vrai qu'il est grand, qu'il est beau. Et l'on ne se prive pas d'appuyer sur le bouton magique qui permet de tout savoir sur la montagne ou la mer, les excursions et les croisières. Un passeport pour l'évasion. Nous avions ramené de bons souvenirs des voyages en chemin de fer. Pas de petit profit dans la Chine du socialisme à la chinoise, l'écharpe de cette hôtesse vante une boisson rafraîchissante. Aujourd'hui, des trains pour touristes chinois circulent. Ne pensons pas toujours aux étrangers. Nous avons la chance d'apercevoir l'équipe de natation synchronisée qui se rend aux Jeux nationaux. Elles ont de 17 à 22 ans. Elles rêvent de participer aux Jeux olympiques. Tsinna était 7e à Atlanta. Nous avions immortalisé ce mille-pattes en 1971. Il symbolisait toutes les souffrances endurées pour construire ce rempart à l'abri duquel l'Empire du Milieu se protégeait des barbares. Une promenade en solitaire était possible sur la muraille. Aujourd'hui, pour les Chinois découvrant leur pays avec joie, la Grande Muraille est incontournable. On en entretient des morceaux, il paraît qu'on en démolit d'autres. Certains ne sont pas loin de penser qu'on ferait mieux de bâtir des logements avec ces pierres. Ça, c'est un grand changement depuis notre ancienne visite. On peut s'y rendre à présent en téléphérique. Une autoroute vous déposera même bientôt encore plus près de l'œuvre gigantesque du premier empereur Qin Shi Huangdi. S'il a beaucoup péché, qu'il lui soit beaucoup pardonné. Car si l'on cherche un patron du tourisme mondial, il a à son actif non seulement un ouvrage visible de la Lune, mais une armée encore plus populaire que celle du président Mao. C'est vrai que l'attraction est à la hauteur de sa réputation et que cette armée de terre cuite mérite le grand détour que n'hésite pas à faire une autre armée, drapeau en tête, celle des touristes de toutes sortes. On attache souvent au mot touriste un sens péjoratif. Mais dans des lieux comme celui-ci,
on est prêt à s'attendrir sur les autres et sur soi. Car qui oserait revenir de là sans une photo, sans un souvenir? Cela dit, l'armée de terre cuite est une mine. On en a en réserve pour les générations futures. D'un bout à l'autre de la Chine, on vend les mêmes objets avec le même enthousiasme accrocheur. Peut-être qu'ici, il n'y a plus de répliques des soldats de l'armée de terre cuite qu'ailleurs, ce qui serait normal. Sur les tables, l'histoire très ancienne se mêle à l'histoire récente et l'histoire récente à l'histoire contemporaine. Quel raccourci! Du premier au dernier empereur. Comme bien des visiteurs, nous sommes repartis avec le tampon de l'un de ces découvreurs qui auront permis à la liste des trésors de l'humanité de s'allonger. Et à un compositeur de créer un ballet où miraculeusement les soldats de terre s'animent en prenant sans doute bien soin de ne pas se heurter. Les spectacles pendant la Révolution culturelle portaient tous un message. Ici, ces jeunes femmes tissent des vêtements pour les soldats de la 8e armée. Aujourd'hui, plus de symboles. Du spectacle, tout simplement. Le final, en 71, était le clou du style « Enfoncez-vous bien ça dans la tête ». Ici, à bas l'impérialisme américain. Aujourd'hui, pas de matraquage, ou alors avec un club. La route de la soie, rencontre de l'Orient et l'Occident, passe aussi par la Seine. Spectacle très léger, même aujourd'hui. Cette fameuse route de la soie qui fait saliver l'imagination partait de Xi'an et d'ici même,
de cette mosquée, paraît-il. Une mosquée qui n'en a pas l'air. Elle attire les croyants depuis que les religions ont à nouveau droit de cité, avec certaines réserves. Le minaret. Cette pagode avait, disions-nous en 71, perdu tout caractère religieux. Ce n'est plus le cas. Depuis que le petit livre rouge ne guide plus les pensées, il y a un manque. Les autorités doivent lutter parfois contre les sectes qui monnaient, souvent cher, les illusions qu'elles entretiennent. On se tourne vers Jésus, Mahomet, Bouddha, ou encore vers le produit national brut. Confucius refait surface. Et au moment où tout désordre intérieur nuirait au développement, disons qu'il serait plutôt un bon partenaire. « 1971, la commune populaire intriguait l'étranger. Elle regroupait plusieurs villages, elle était autonome. Elle avait un plan respecté, elle fabriquait ses outils. Elle avait un rôle à jouer. Culture, irrigation, reboisement. Elle avait sa milice. Et avec ses 75 000 communes populaires, la Chine pouvait engloutir l'adversaire. On y chantait en travaillant. La coopérative fournissait tout. Et puis patatras, on nous apprend aujourd'hui que ce fut une catastrophe. Nous voulions revoir les lieux qu'elle occupait pour humer un air de campagne. C'est ici. Quoi ici? Oui. Où sont les paysans? À la ville. Sur le moment, vous êtes stupéfait. Mais c'est vrai qu'en un sens, ils sont à la ville, puisque la faillite des communes populaires en a contraint une centaine de millions à se diriger vers les lumières des grandes cités. Population flottante qui cherche les miettes du festin. Donc, à part quelques serres pour l'image, un tracteur pour le son, quelques rescapés qui n'ont sans doute guère accès aux médias ni aux HLM. Notre commune est en pleine mutation. La terre agricole va encore rétrécir. Bientôt des buildings, ils poussent déjà, auront pris possession des lieux. « Pourquoi voulez-vous aller à Yan'an ?» nous demandera une jeune guide. Parce que nous y étions allés et que notre projet est de retrouver des traces, nos traces. C'est vrai qu'à peine dans l'omnibus de nuit qui conduit de Xi'an à Yan'an, vous réalisez assez vite que vous ne vous dirigez pas vers une zone touristique privilégiée. Et pourtant, il y a 25 ans, c'était là, à Yan'an, qu'il fallait aller puiser la potion magique. Yan'an est-elle en pénitence ou définitivement condamnée? Bien sûr, c'est loin et perdu dans les montagnes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans les années 30, Mao s'y réfugia après cette fameuse longue marche avec ses fidèles. C'est là qu'il bâtit sa légende. C'est là que se forgea l'armée populaire dont la rigueur morale séduisit la population. Le président Mao Tse-tung mène la même vie bien remplie que chacun. Il fait ressortir que devant nous ne se trouve rien qui doive engendrer le pessimisme
et que nous sommes à même de franchir tous les obstacles. En 1971, vous pouviez encore serrer la main des braves qui avaient franchi torrent, montagne aux côtés de Mao. Les jeunes les prenaient pour exemple. Des intellectuels bénévoles comme cette jeune fille venaient de villes lointaines pour éduquer les masses et l'armée. Une armée ignorante ne peut vaincre l'ennemi, disait Mao. Pendant la révolution culturelle, l'esprit de Yan'an s'insufflait. On repartait avec le visa de la Mecque du communisme. Sur quelle étagère ce volume se trouve-t-il aujourd'hui? Il y a des visiteurs à Yan'an. Oh, ce n'est pas un tourisme de masse. Nous disions en 1971, les maisons de Mao Tse-tung seront-elles un jour aussi nombreuses que les chapeaux de Napoléon? Il ne faut pas croire que l'on se moque. Il y a aussi une recherche d'un moment de pureté. Les uniformes de la 8e armée ont toujours attiré le respect. Un respect dont a bénéficié l'armée en général. Et puis soudain, il y a eu Tiananmen. L'étoile rouge a pâli. Dans cette période où les bonnes places sont destinées aux plus performants, il doit se glisser un brin de nostalgie d'une époque où le courage constituait souvent un bagage suffisant. Nous ne pouvons nous empêcher de sourire en voyant ces polaroïdes, mais que faisons-nous d'autre en montrant à cet ancien guide des photos que nous avions prises ici? Avec sa fille et sa femme, il cherche. Ça lui dit quelque chose. Et nous apprendrons que le vieux compagnon de Mao est mort dans les terribles inondations de 1977, de même que l'une des chanteuses, avec toute sa famille. Pour une fois peut-être, nous prenons un peu conscience de ce que ces inondations lointaines, qu'on ne signale que très rarement, ont de palpable. À Yan'an, ce n'est pas dans l'immédiat le tourisme qui améliorera le sort de cette petite ville pauvre, partagée entre inondations catastrophiques et sécheresses désastreuses. Nous n'avions pas la campagne dans notre programme. Nous croyions la saisir un peu dans notre commune populaire. Mais c'est finalement ici, à Yan'an, que nous avons pu sentir le problème que les responsables chinois avaient à résoudre s'ils voulaient mener à bien leur plan sans explosion sociale. Ici, chaque jour, une partie des habitants de Yan'an vient au bord de la rivière, attendre du travail. Sont-ils bien d'accord sur le prix à payer pour la modernisation de la Chine, comme le souhaite le président? Chaque jour, on annonce des licenciements par centaines de milliers, par millions. Le service social est-il au point pour contrôler ce choc? Le jeu se conçoit-il sans le pain? D'un côté, une inquiétude, de l'autre, un mode de vie irréversible. Des images de changement, nous pourrions en sortir de notre chapeau chinois des quantités. Les 7 km du pont de Nankin, un exploit hier et encore aujourd'hui. Ces ingénieurs avaient-ils prévu ce trafic dans les astres?
Le service de nettoyage conserve, lui, son côté artisanal. L'allée des Ming, un bijou de luxe, est devenue un objet de consommation. Nous aimions la promenade sur le lac du Palais d'été. Le plastique a remplacé le bois, là aussi. Le bateau de marbre est resté au port. Résistera-t-il aux tempêtes qui pourraient se lever? Ce ne serait pas la première fois. La Chine fascine toujours qui peut déplacer des montagnes. Peut-être les vieux démons ont-ils pris pour longtemps leur retraite.